amis du Congo, chers compatriotes, en vous souhaitant la bienvenue à ce grand meeting de la diaspora congolaise, je tiens à préciser tout de même que le grand meeting de la diaspora congolaise est un événement, et plus que d'être un événement, c'est un espace politique qui est dédié à la diaspora congolaise. Mais pas seulement. C'est un espace politique qui est ouvert à tous les républicains, à tous les panafricains et à tous les démocrates investis dans la lutte pour les libertés, pour les droits fondamentaux des citoyens, mais aussi pour la souveraineté des peuples. Cette deuxième édition du grand meeting de la diaspora congolaise, que nous avons intitulé le grand meeting de la diaspora congolaise à Paris avec les personnalités politiques et sociales du Congo-Brazzaville, a une singularité. C'est que ce grand meeting accueille des personnalités éminentes politiques de notre pays. En l'occurrence, 3 anciens ministres de la République doivent prendre part à ce meeting, à ce grand meeting de la diaspora congolaise. C'est pourquoi, me référant à nos traditions, je voudrais vous inviter, ou vous proposer, chers compatriotes, parce que chez nous, la coutume dit, lorsque vous recevez chez vous quelqu'un qui vient de loin pour vous rendre visite, il vaut mieux prévoir un accueil chaleureux. Je vous propose, chers compatriotes, de faire un standing ovation à nos 3 anciens ministres, nos compatriotes qui sont là pour nous entretenir. S'il vous plaît. Merci. J'ai dit 3 anciens ministres, mais je n'ai pas cité les noms. Pour ceux qui ne sauraient pas mettre les noms sur ces personnalités, il s'agit de M. Christophe Mukwege, il s'agit de M. Victor Tambatamba, et il est prévu que M. Zachary Boao nous rejoigne. Cela étant dit, permettez-moi maintenant de faire un petit trait de rappel sur l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes le 15 août 2015. Cette date nous renvoie à une autre date, celle du 15 août 1960. Et cette date, c'est la date de l'accession à l'indépendance de notre pays, le Congo-Brazzaville. Cette indépendance acquise, non sans de longues et pénibles luttes par les pères, par ceux que nous avons appelés les pères de l'indépendance, l'abbé Fulbert Dulou, Jacques Opango, furent, parmi tant d'autres, les architectes de cette indépendance. Et avant eux, un certain Mathieu Bernard. Mais le temps avance, les années passent. Aujourd'hui, c'est le jour de la fête nationale, le 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Il y a des questions qui s'imposent à nous, puisque nous sommes les héritiers de cette indépendance. Nous sommes les gardiens par excellence de cette indépendance. Alors on peut se poser la question, qu'avons-nous fait de cette indépendance et que faisons-nous de cette indépendance? Alors, que faut-il entendre par indépendance? Ben oui, on peut extrapoler, mais je vais tenter une extrapolation. L'indépendance, au fond, dans l'esprit de ces pères de l'indépendance, certainement
un projet, mais aussi un contrat. Un projet parce qu'ils avaient fixé un idéal dans l'unité, le travail et le progrès. C'est cette triptyque qui constitue la devise de notre pays. Mais aussi un contrat, parce qu'ils rêvaient de vivre ensemble. Alors aujourd'hui, nous nous trouvons là, sûrement pour fêter le 55e anniversaire de notre indépendance. Oh, on aurait pu le faire sous les cloches, sous les sons de la musique, on aurait pu le faire en dansant, mais le comité d'organisation du grand meeting de la diaspora congolaise a pensé que les temps étaient tellement graves dans notre pays et qu'il fallait plutôt se ressaisir, qu'il fallait plutôt célébrer ce 55e anniversaire, plutôt sous le prisme de la réflexion, mais aussi de la responsabilité agissante, je dirais. C'est pourquoi nous allons nous arrêter un instant sur cette question de l'indépendance. J'ai dit l'unité, le travail et le progrès. J'ai dit le vivre ensemble. Il y a à peine quelques jours encore, le président de la République du Congo nous a fait un tour de magie au cours duquel, tout d'un coup, tout était passé du rouge au vert. La paix était ainsi marquée, ainsi vécue par tout le monde. Le chômage, non, il n'existe plus. C'est le plein emploi. Le plein emploi. Parce qu'il serait descendu de 10 à 6%. On peut penser que c'est le plein emploi. Certainement que demain, nous aurons encore besoin de nos frères de la République d'en face pour qu'ils viennent de l'autre côté nous aider à occuper les postes d'emploi. Bref, l'unité, le travail, le progrès, le vivre ensemble est mis à mal. Est mis à mal par une dictature qui est orchestrée par M. Denis Sassou Nguesso. Cette dictature est orchestrée par M. Denis Sassou Nguesso. L'unité est mise à mal, car il essaie de trouver il s'est trouvé les raisons de nous envoyer vers la division. Il oppose les populations les unes contre les autres. Et le bilan qu'il tire, lui, c'est un bilan d'autosatisfaction. Mais nous, peuple congolais, nous pensons qu'il faudrait que nous prenions nos responsabilités. Il nous faut arrêter, il nous faut mettre hors d'état de nuire cette dictature. Et pour cela, le grand meeting de la diaspora congolaise à Paris, avec les personnalités politiques et sociales du Congo-Brazzaville, pense qu'il faut s'associer, il faut mettre en place des synergies avec les activistes de l'opposition qui sont à l'intérieur de notre pays. Ce grand meeting fait la suite du grand meeting de Pointe-Noire qui a eu lieu au mois de mai, fait suite au dialogue de Diata. Et donc, chers compatriotes, nous sommes réunis ici, oui, pour nous rafraîchir la mémoire sur l'indépendance de notre pays, mais aussi pour lancer un cri, lancer un appel à l'endroit de la population congolaise en général et aux jeunes de notre pays, à la jeunesse de notre pays en particulier. C'est pourquoi le grand meeting de la diaspora congolaise à Paris, avec les forces politiques et sociales du Congo-Brazzaville, est placé sur le thème de l'appel à la résistance et à la désobéissance civile
face au coup d'État constitutionnel que veut nous imposer le général M. Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, chers républicains et démocrates, distingués invités, chers amis du Congo-Brazzaville, nous vous souhaitons la bienvenue et vous adressons nos salutations militantes et fraternelles. Le calendrier patriotique, contextuel, une fois de plus, nous invite à assumer nos responsabilités politiques et citoyennes dans un contexte national et historique dominé par la fin de mandat légal et constitutionnel du président de la République en exercice. Fin alimentée par les velléités de coup d'État constitutionnel en cours. Le peuple congolais souverain doit défendre fermement la République, notre bien commun, et les règles consensuelles de vie collective qui fondent sa noblesse. La deuxième édition du grand meeting de la diaspora congolaise en solidarité d'action avec les forces politiques et sociales de la nation a pour enjeu essentiel la commémoration du 55e anniversaire de l'indépendance nationale du Congo-Brazzaville, conquise par les patriotes et résistants le 15 août 1960. Par-delà cette joyeuse commémoration, qui porte sur l'affirmation de la souveraineté du Congo, sur la libération inconditionnelle de notre peuple, de l'étau colonial et impérial, sur la réversibilité de l'oppression et de la servitude, nous désirons ici mettre l'accent sur le péril actuel qui fracture l'unité nationale, abîme la République, profane la nation et déshonore les principes structurants de la vie démocratique et civilisée. Nous sommes à présent dans une crise organique du système de gouvernance et de valeurs en vigueur au Congo-Brazzaville depuis le 15 octobre 1997. C'est une crise profonde des principes de vie commune dans laquelle la frontière objective et dissuasive entre ce qui est permis et ce qui est interdit n'est plus repérable, absorbée et traquée par le triomphe du non-droit et l'injustice. La Constitution du 20 janvier 2002, que nous défendons, profanée et maltraitée par la gouvernance délétère et déloyale actuelle, ne s'implique pas comme la synthèse rationnelle et protectrice de l'être ensemble politique et des lois structurantes inaliénables de la République. En effet, la République est en danger. La suprématie autocratique s'y refuse que l'on puisse bâtir la République égalitaire et solidaire sur les limitations des pouvoirs et des mandats légitimes et souverains. L'indépendance nationale du Congo est née de cette indocilité, le refus radical d'acquiescer la domination à vie d'un peuple par un autre. Cette geste généreuse de détachement volontaire des chaînes de l'oppression et de l'aveuglement, elle demeure d'actualité dans notre Congo d'aujourd'hui, enchaîné et aveuglé par le désir frénétique de certains à légitimer et à valider le coup d'État constitutionnel. Notre peuple héroïque, qui est fier et conscient de ses luttes victorieuses pour l'indépendance nationale du Congo, se dresse aujourd'hui contre l'inacceptable que veut lui imposer de force le clan politique au pouvoir. La contradiction majeure de notre temps se joue désormais entre, d'une part, les forces de la conservation obscure et despotique, enfermées dans le mythe inamovible de l'éternisation au pouvoir, et d'autre part, les forces régénératrices de l'alternance démocratique et consensuelle mobilisées pour l'avènement d'une société moderne, humaniste, pacifiste, performante et ouverte. Le pouvoir de Brazzaville, plié dans le sectarisme, l'intolérance, l'ethnocratie et la barbarie, s'est détourné de la voie nationale, patriotique, démocratique et républicaine. Le peuple est en droit de reprendre sa souveraineté et de réécrire une page de régénération de la légitimité nationale en l'incarnant. C'est cette perspective nationale qui s'ouvre à notre peuple. Rejeter l'inacceptable, qu'est le référendum de changement de constitution. Pur abus de pouvoir et de régression politique. En cela,
le peuple doit instaurer les conditions pratiques d'une prise de pouvoir démocratique et populaire qui renverse pacifiquement la barbarie et la dictature. Mesdames, Messieurs, distingués invités, nous sommes à la fin d'un cycle politique et historique commencé en 1960. Un cycle de balbutiement et d'ombre, de plus d'ombre que de balbutiement, un cycle de ruse, de violence, d'oppression et de fourvoiement, dominé par le push du pouvoir d'État, l'oubli du peuple et délaissement de la République. La deuxième édition du grand meeting de la diaspora congolaise à Paris se donne cette mission, celle de célébrer les lumières éveillées et oubliées du peuple dans un esprit de rassemblement élargi et unitaire de tous les courants légitimes mobilisés pour affronter et combattre le pouvoir autocratique de Brazzaville qui humilie et maltraite le peuple, la République et la nation. Nous sommes soudés pour redire non à la modification, changement de la Constitution, non au référendum constitutionnel, non au troisième mandat à vie et illégal de M. Sassou Nguesso. Certes, nous sommes conscients que la continuité de l'État relative à la crise de légitimité et au regard du puissant désir populaire de recomposition politique et nationale qui s'exprime dans le pays nécessite une réflexion collective sur l'actualité impérative d'une période politique transitoire, substantielle, qualitative et consensuelle. Il nous faut réaffirmer ici que les partisans de l'alternance démocratique ne font que s'élargir du jour au jour. Il s'agit du FROCAD, des forces politiques et sociales du collectif, des partis de l'opposition et toutes les autres tendances progressistes de la société civile. Les bases politiques de ce rassemblement élargi et en construction ont été posées depuis longtemps par la problématique des États généraux souverains de la nation. Aujourd'hui dans notre pays, les conditions objectives d'une compétition électorale transparente, équilibrée et démocratique compatible aux normes internationales requises en la matière ne sont pas réunies. Le pays ne peut pas prendre le risque d'implosion, de démembrement et de décomposition aggravée. Le grand meeting de la diaspora congolaise, conçu sous le signe du refus de toutes les oppressions et de la résistance à la dictature, est le lieu indiqué pour produire ensemble une décision collective, militante, politique et citoyenne, qui réaffirme la République de notre choix contre l'esprit des clans, des injustices et des abus de pouvoir. Nous espérons que vos contributions dans ce grand meeting de la diaspora congolaise feront bouger les lignes afin que le 15 août 2015 nous replace dans une fidélité patriotique avec l'esprit héroïque de l'indépendance nationale. Vive le peuple souverain du Congo, vive la République, vive l'alternance démocratique. Mesdames et messieurs, chers compatriotes de la diaspora, chers camarades militants des partis de l'opposition congolaise, je voudrais féliciter les initiateurs et les organisateurs de ce meeting qui a lieu ce jour 15 août 2015, un jour du 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays. C'est une occasion propice à l'analyse de la situation politique actuelle de notre pays. Je voudrais donc les remercier de m'avoir associé à cette rencontre et de me faire l'honneur de prendre la parole à cette occasion. C'est un réel plaisir pour moi de m'adresser à mes compatriotes de la diaspora. Le 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays a lieu dans un contexte politique tendu, dans un conflit politique, dans un climat politique conflictuel, qui pourrait avoir des conséquences graves
pour notre pays si la raison ne prenait pas le dessus sur tout le reste. Nous ne serions pas arrivés à ce niveau de tension politique inquiétante d'aujourd'hui si l'esprit antidémocratique du parti unique n'était pas resté vivace dans la vie politique de notre pays, condamnant à l'immaturité la démocratie pluraliste instaurée il y a 24 ans aujourd'hui dans notre pays. Cette immaturité a fait que la conquête et la conservation du pouvoir, qui en politique sont choses normales, soient devenues chez les hommes politiques un prétexte pour s'enfermer dans des clans qui, en permanence, se font la guerre au nom d'intérêts qui n'ont rien à voir avec la démocratie et les visées de nos peuples. Chers compatriotes, cet esprit antidémocratique du parti unique, personne mieux que Denis Sassou Nguesso ne l'incarne. Au point que, depuis qu'il est au pouvoir, voici 31 ans, le problème du Congo, c'est lui. Le mur de Berlin tombe, le discours de la Bolle exhortant les États africains à la démocratie a lieu, rien à faire. Sassou Nguesso a à ce point l'esprit noyauté par le vice du parti unique qu'il s'oppose aux idées nouvelles et organise dans tout le pays des campagnes contre l'instauration de la démocratie au Congo. Et il fallut la forte pression des forces vives de la nation pour que, bien malgré lui, la conférence nationale souveraine se tienne. Conférence qui le désavoue totalement dans sa pensée et ses pratiques. On imagine l'aigreur de l'homme. Bien que n'ayant plus entre ses mains la réalité du pouvoir, puisqu'il y a une transition, il s'organise pour tenter un coup de force contre celle-ci. Et lorsque le pouvoir de Pascal Lissouba, élu au terme d'une élection tout à fait crédible, se met en place, Denis Sassou Nguesso fait tout pour en empoisonner le fonctionnement jusqu'à ce qu'il le renverse en octobre 1997. Pascal Lissouba renversé, Denis Sassou Nguesso, de retour, installe la dictature dans tout le pays, recourant à des pratiques dont il attendait qu'elle le maintienne au pouvoir pendant longtemps, si ce n'est à vie. Mise en place d'un système électoral vicié, d'où le refus obstiné de mettre en place une commission électorale indépendante, à l'instar de ce qui s'est fait un peu partout dans les pays africains. Atomisation des principaux partis du pays dans l'espoir de les conduire à leur mort afin que revive le parti unique. Impossibilité pour les citoyens congolais d'accéder à un poste de responsabilité politique ou administrative s'il naît du Parti congolais du travail ou de la majorité présidentielle au moins. Comment après cela s'étonner que la politique qui, jusqu'à l'arrivée du PCT aux affaires, était une affaire de conviction, soit devenue, sauf chez un petit nombre, une affaire du ventre. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle la ventrologie. Une affaire d'argent, donnant ainsi raison à Pascal Lissouba qui disait que le premier ennemi de la démocratie, c'est l'argent. Chers compatriotes, aujourd'hui, vous voyez, Denis Sassou Nguesso affiche cyniquement et obstinément sa farouche opposition à la démocratie. Nous savions qu'au plan politique, Sassou Nguesso était tout sauf un démocrate. Mais nous étions loin d'imaginer qu'il oserait mettre en cause un acquis démocratique essentiel reconnu par bien des pays africains, acquis imposé par de longues et tumultueuses conférences nationales, à savoir l'alternance démocratique par la limitation constitutionnelle du nombre de mandats présidentiels à 2. Malgré des pressions des forces politiques de l'opposition et de nombreuses associations de la société civile,
malgré les pressions de la communauté internationale, la France, les États-Unis, l'OIF, etc., qui dénoncent le tripatouillage des constitutions par certains chefs d'État africains en vue de se maintenir au pouvoir, malgré le mécontentement général des populations congolaises et leur désir de changement, Denis Sassou Nguesso reste sourd et déterminé à changer la constitution en vue de se maintenir au pouvoir jusqu'à sa mort, tant dans son idée, il est né pour le pouvoir. Chers compatriotes, au cours de ces 3 dernières années, 2012-2015, les forces politiques de l'opposition se sont mieux organisées par la création d'un certain nombre de plateformes. Le collectif des partis de l'opposition signataires de la déclaration du 17 août 2012, le mouvement citoyen pour le respect de l'ordre constitutionnel, la plateforme Sauvons le Congo, l'Alliance social-démocrate, le R16 et bien d'autres associations. Toutes ces plateformes politiques ont fini par se regrouper pour former le FROCAD, Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique. Qui compte une 50aine de partis politiques, des associations et des individualités. L'activité politique de toutes ces plateformes a consisté à mobiliser les populations et les militants des partis politiques autour de 2 questions essentielles. La gouvernance électorale, la question du changement ou non de la Constitution. Sans une solution satisfaisante à ces 2 problèmes, le Congo risque de devenir une monarchie de droit divin que tout démocrate doit combattre. Nous nous y essayons par des rassemblements citoyens dans les quartiers, notamment à Brazzaville, les communiqués de presse, la conférence de presse, des meetings en salle, des meetings publics, notamment les méga-meetings de Brazzaville et de Pointe-Noire, des lettres ouvertes adressées au président de la République. Par aussi des rencontres régulières avec les représentants de la communauté internationale à Brazzaville, ambassade, l'Union européenne, le PNUD, pour évoquer avec eux l'évolution inquiétante de la situation politique au Congo, en les prenant à témoin. Nous leur communiquons nos opinions et leur montrons les risques que court le pays par l'entêtement de Denis Sassou Nguesso à se maintenir à la tête du pays, un pays déjà si mal géré. Nous sollicitons leur soutien et leur demandons d'exercer une pression constante sur Denis Sassou Nguesso pour qu'il n'amène pas le pays vers une nouvelle guerre. Chers compatriotes, c'est pour toutes ces raisons que le dialogue national en vue de réforme du système électoral dans notre pays est resté depuis 3 ans une exigence du collectif des partis de l'opposition qui sera rejoint plus tard par le mouvement citoyen et le FROCAD. Pour le FROCAD donc, le dialogue n'avait qu'un seul but, examiner la question de la gouvernance électorale dans notre pays. Le pouvoir qui pendant longtemps ne voulait pas entendre parler du dialogue, estimant qu'il n'y avait pas de crise dans le pays, a fini par y accéder, mais en y introduisant de façon vicieuse la question du changement de la Constitution qui, pour l'opposition, n'avait pas de raison d'être, puisque la Constitution elle-même la règle de façon irréversible. Quant à l'organisation du dialogue, pour l'opposition, il devait être préparé par un comité préparatoire paritaire dont l'objet devait être arrêter les critères de participation, arrêter l'ordre du jour, élaborer le projet de règlement intérieur du dialogue, arrêter la durée, régler la question de la présidence des travaux, voir les conditions d'application des résolutions du dialogue. Pendant longtemps, ne voulait pas entendre parler du dialogue, estimant qu'il n'y avait pas de crise dans le pays, a fini par y adhérer, mais en y introduisant de façon vicieuse la question du changement de Constitution qui, pour l'opposition, n'avait pas de raison d'exister, puisque la Constitution elle-même la règle de façon irréversible. Quant à l'organisation du dialogue, pour l'opposition, il devait être préparé par un comité préparatoire paritaire, dont l'objet
arrêter les critères de participation, arrêter l'ordre du jour, élaborer le projet de règlement intérieur, arrêter la durée, régler la question de la présidence des travaux, voir les conditions d'application des résolutions issues du dialogue. L'opposition souhaitait faire de ce dialogue un événement national, une chose différente de ces rencontres inutiles auxquelles le pouvoir nous a habitués, comme la rencontre d'Evo ou de Dolisie. C'est pour ces raisons que l'opposition ne pouvait pas accepter la démarche vicieuse de Denis Sassou Nguesso, qui a consisté à commencer par des consultations, comme s'il n'était pas concerné, comme s'il n'était pas en réalité le principal concerné. Puis a convoqué un semblant de dialogue à Sibiti, dont il a lui-même et tout seul arrêté l'ordre du jour, les participants et leur nombre, la durée et la présidence de travaux, etc. C'est pourquoi l'opposition a dû organiser un dialogue national alternatif dont la particularité a été la participation des forces venant de la majorité présidentielle opposées au changement de la Constitution. C'est le KDD, le Combi, ça descend, je crois, le MCDDI de Konila, le MES de Mme Minari, l'Alternance 2016, le RDD, le PSLV, le MSD, etc., de tant d'autres partis. Et vous savez que les conclusions de ce dialogue ont été rendues publiques. Ce dialogue a arrêté des choses précises, notamment l'appel à la résistance et à la désobéissance civile dans le cas où Denis Sassou Nguesso convoquait un référendum en vue du changement de constitution. Et voici ce qui est dit dans les travaux du dialogue alternatif. Mesurant la dangerosité de l'initiative du président de la République de changer la Constitution et son obsession à vouloir replonger le pays dans le chaos, le dialogue alternatif, se fondant sur les dispositions de l'article 26 de la Charte des droits et libertés adoptée par la Conférence nationale souveraine et considérée comme faisant partie intégrante de la Constitution du 20 janvier 2002, a lancé un appel à la résistance à cette autre forme de dictature et d'oppression et à la désobéissance civile en cas d'annonce de référendum par le président de la République. Fin de citation. Alors, il s'agit ici d'un véritable défi lancé par toutes les forces politiques et sociales qui sont opposées au changement de la Constitution. Cette décision, vous le voyez, appelle pratiquement, à un moment ou à un autre, à un soulèvement populaire, à l'instar de ce qui s'est passé au Burkina Faso, soulèvement qui a fait partir le président Compaoré. Alors nous disons que cette décision est légale, puisque conforme à l'article 26 dont j'ai parlé, adopté par la Conférence nationale souveraine, la Charte des droits et libertés, qui fait partie intégrante de la Constitution. Mais il faut toutefois rappeler qu'au cours de ces 3 dernières années de lutte contre le pouvoir en place, l'opposition congolaise n'est pas allée au-delà des méga-meetings. Il n'y a pas eu de marche, ni de sit-in, ni de journée morte, autant de moyens légaux prévus par la Constitution. Elle a dû hésiter d'user de ces moyens, estimant peut-être que les populations n'y étaient pas encore prêtes. Et pourtant, le mécontentement contre le pouvoir est général et profond dans le pays. Le désir de changement est réel. Alors, dans le cas où Denis Sassou Nguesso convoquait un référendum en vue de changer la Constitution, le peuple répondra-t-il effectivement à notre appel? Oui. Cette question mérite bien d'être posée dans la mesure où nous savons que la peur a bel et bien été inoculée dans le peuple, qui est conscient de la capacité de nuisance de Denis Sassou Nguesso, dont il croit qu'il n'hésiterait pas à faire tirer sur le peuple qui marche les mains nues. Les dirigeants de l'opposition, bien que déterminés à empêcher Sassou Nguesso de faire son coup d'État constitutionnel, sont certainement préoccupés par ce dilemme.
Mais la grande mobilisation des populations de Pointe-Noire, leur enthousiasme et leur détermination que nous avons remarqué lors du méga-meeting de mai dernier, nous laisse espérer qu'il est possible de mettre le peuple congolais dans la rue contre le coup d'État qui vient. Chers compatriotes, en conclusion, puisque le temps est limité, je voudrais dire que le combat politique que nous menons contre la dictature de fait de Denis Sassou Nguesso est le combat du peuple congolais tout entier. C'est avec lui et pour lui que nous devons le gagner. Le peuple, les dirigeants de l'opposition et toutes les forces sociales sont donc mis au défi. S'agissant d'enjeux politiques identiques, le peuple congolais est-il différent de celui du Burkina? La peur va-t-elle prendre le dessus sur le courage du peuple informé de la catastrophe que lui prépare le dictateur? Les 18 ans de misère et de promesses jamais tenues depuis le retour de Sassou Nguesso au pouvoir ne peuvent-ils pas suffire pour armer les courages, je dis bien les courages du peuple congolais pendant longtemps mystifié? Chers compatriotes, je n'ignore pas que la majorité des associations de la société civile dans notre pays sont contrôlées et prises en main par le pouvoir. Que les populations rurales sont terrorisées par le pouvoir qui les menace de les renvoyer dans les forêts dans le cas où elles ne suivraient pas. Que le pouvoir fait de la paix un objet de chantage. Que l'élite intellectuelle congolaise a depuis longtemps baissé les bras sous le prétexte de protéger ses intérêts. La jeunesse, étudiants, lycéens notamment, refuse peut-être inconsciemment de voir les choses en face et court vers les petits intérêts immédiats. Les femmes s'intéressent de moins en moins à la politique car elles en ont peur. Que la corruption s'est généralisée dans le pays. Que le peuple en général vit dans une certaine résignation. Mais alors, l'imminence du danger ne peut-elle sortir le peuple de l'atermoiement et lui faire gagner ce défi? Voilà, chers camarades, chers compatriotes, les enjeux de la situation politique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui et qui interpellent nos cœurs citoyens. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers compatriotes, vous, mes compagnons de lutte, c'est précisément à vous, mes compagnons de lutte, et à mes compatriotes que je m'adresse. Au peuple congolais, avant tout le monde. Chers compatriotes, le moment qui nous réunit ce jour porte le sceau de la responsabilité restaurée et du devoir citoyen réhabilité. Il intervient juste au lendemain du monologue du PCT et de ses apparentés tenues à Sibiti. D'une part, du dialogue alternatif qui a élu son siège à Brazza, la capitale, d'autre part. Une capitale qui aurait pu être la vitrine de l'Afrique au sud du Sahara et qui se présente à nous tous comme une grande, grossière et grotesque poubelle au centre de l'Afrique. Rien que de voir Brazzaville renseigne sur la pénibilité d'elle-même, sur les conditions de vie de tout un peuple, son manque d'ambition nettement affiché, ainsi que le sentiment qu'elle inspire, celui
d'une terre brûlée où plus jamais ne germe ni l'espoir, ni l'espérance, où trône la désespérance, le déni de soi. Le renoncement est, à contrario, chez une infime minorité de citoyens corrompus, goulus et repus, la vanité des moins possédants hier et des nouveaux riches aujourd'hui, scandaleusement devenus. Que de rendez-vous manqués et d'occasions ratées. Le rendez-vous des 13, 14, 15 août 1963, celui du 31 juillet 1968, du 5 février 1979, la conférence nationale et ses démembrements. Tous ces moments qui ont vu un peuple debout, une intelligence briller au firmament du défi d'en pouvoir toujours plus et d'oser déplacer les murs en ruine, ont toujours fait l'objet d'une récupération unique, souvent par les mêmes et pour des résultats qui ont abouti à la disqualification du peuple, à l'absolutisme et au despotisme abrutissant sur la base d'une extraversion suicidaire. Tout cela est arrivé parce que le peuple n'a toujours pas su être un et indivisible. Quant à la défense de ses intérêts fondamentaux, ainsi qu'à la formulation de ses exigences en matière de bonne gouvernance. Ainsi donc, pour cette racaille et cette fripouille au pouvoir, fini le patriotisme et l'esprit de la militance militante. Fini le devoir citoyen. En avant pour le gain facile, hors travail rémunéré. Pour elle, salut le clanisme, le clientélisme et l'esprit de coterie. Vive le règne du mensonge, des contrefaçons, du culte de la personnalité, du paraître et du faire-valoir. Le Congo qui s'éclairait du soleil pour voir s'ouvrir devant lui les portes du savoir et de la connaissance en vue de l'agir citoyen et du progrès social, de la lutte pour adoucir les mœurs, apaiser les esprits, installer l'amour, la solidarité et la connivence, sombre désormais dans l'obscurantisme et la barbarie, le piège de la médiocrité et la pandémie des prétentions absurdes, stéréotypées et criminelles. Le Congo a vécu et vit son karma à lui infligé par les Mbouloumbouloux au pouvoir. Sa libération, qui procède de la réappropriation de l'espace vital perdu, la reconquête de sa libération et de son refus de la servitude, n'est plus pour bien longtemps, à condition de faire de cette quête permanente un véritable projet programmable, de le rendre à même de susciter la mobilisation pérenne des énergies transcendantes, humaines et citoyennes, quantitativement et qualitativement élaborées. Il s'agit ici de bien circonscrire et de bien appréhender la notion ou le concept de pouvoir politique, de l'état de nature, de l'état de guerre et à son opposé immédiat, de l'état de paix. Le pouvoir politique s'entend le droit de faire les lois aux fins de réglementer et de préserver la propriété, ainsi que d'employer la force de la communauté ainsi constituée pour l'exécution des lois et la défense de la République contre les dépredations de l'étranger et des forces obscures. Le tout uniquement en vue du bien public, de la protection de la personne humaine ainsi que de la défense des droits et libertés. L'état de nature, à dissocier de l'état de guerre, traduit le vivre ensemble, selon la raison, sans aucun supérieur commun, compétent pour statuer sur les litiges qui pourraient opposer les hommes entre eux. L'état de guerre, quant à lui, manifeste la force ou le projet déclaré d'user d'elle contre la personne d'un autre, en l'absence de tout supérieur commun qui puisse
connaître des recours formés à des fins de redressement. Au-delà de l'état de paix, de bonne volonté, d'assistance mutuelle et de conservation, comme antidote à l'état d'inimitié, de malveillance, de maltraitance, de saccage et de pillage du pays, de violence et de destruction du plus fort par le plus faible, comme c'est le cas aujourd'hui au Congo, ordure de Sassou. Le Congo et son peuple sont confrontés à une humiliation sans équivalent au monde, ainsi qu'à une même imposture sans nom. Adeptes de l'état de droit, ils sont soumis à une agression permanente et réitérée de la part de ceux-là même qui, au nom de la nation tout entière et en application des dispositions constitutionnelles, ont prêté le serment de défendre le droit des personnes et des biens, les libertés fondamentales, l'unité nationale et l'intégrité territoriale. Putschistes et imposteurs de leur État, après s'être revêtus, toujours sans le réussir, de la légendaire peau d'agneau, les imposteurs agissent aujourd'hui à découvert, quittant leur déguisement et s'affichant comme ces éternels félins, déterminés à tout saccager sur leur passage dans le style d'Attila. Habitués au coup d'État et ne réussissant que par son truchement, l'association des malfaiteurs ainsi constituée organise l'agression, structure la violence en tentant maladroitement de la légaliser pour la faire légitimer et la rendre crédible. Aussi, le peuple est-il amené à se dire et à se poser des questions sur la conduite à tenir. Les assimilant à des voleurs, le peuple congolais crie haut et fort sa détresse et sa désolation, affiche ses meurtrissures, son indignation et sa révolte, dénonce et recuse l'acte de haute trahison perpétré par ses soi-disant représentants au demeurant délinquants. Il le dit en ces termes. Ainsi, ces voleurs, auxquels je ne peux faire aucun mal, surtout en recourant à des voies de droit résiduelles, obsolètes devenues, s'ils m'ont dérobé tout ce que je possède, mon attribut de souverain avant toute chose, je ne peux les neutraliser. Quand de surcroît, ils m'attaquent à main armée pour m'arracher ne serait-ce que mon amour et mon petit lopin de terre, que par ma propre force. Dès lors que personne, notamment ceux investis du pouvoir d'y pourvoir, ne peuvent opportunément s'interposer pour me protéger contre les actes de violence, les arrestations arbitraires, contre la restriction et la privation des libertés, y compris celle d'aller et venir, dont le point culminant est d'empêcher, par des moyens illégaux, la sortie du pays pour raison de santé des citoyens ne reprenant pas à leur compte les fantasmes d'une criminalité professionnelle qui ne recule devant aucun crime et qui n'en exprime après commission aucun regret, aucune repentance, aucun remords. Quelle monstruosité que d'en être arrivé à une telle expression de mépris de l'autre et de l'humain, avec une telle froideur et une telle arrogance que rien ne justifie, sauf de passer pour prédateur et pour professionnel, récidiviste et invétéré de coup d'État. Poursuivant sa réflexion, le peuple réalise que son existence, dont la perte est irréparable, est garantie par la loi. Une loi établie pour lui assurer sa conservation et sa survie. Plus important, elle lui donne le droit de se défendre et celui de faire la désobéissance civile avant de s'engager dans la résistance s'il en était besoin. C'est-à-dire la faculté de prendre la rue et de mettre hors jeu les fossoyeurs de la République, car ceci, précise-t-il, ne lui laisse pas le temps de former un recours
devant notre juge commun, en l'occurrence la Constitution de la République, à laquelle il ne croit plus, bien qu'auteur et en percevant les dividendes. Ironie du sort, et comme pour qui dirait, un malheur en accompagne un autre, son soi-disant garant rend impossible toute décision permettant de donner une solution juridique à un différend où le mal risque d'être irréparable. Comment le pourrait-on autrement avec une administration judiciaire corrompue, brouillonne et tatillonne, apprivoisée et domestiquée, au service exclusif du président du Conseil supérieur de la magistrature, lequel jurait, en sa qualité de semi-dieu tout-puissant, se passerait-il, et selon ses sujets immédiats, de l'omnipotence, de l'omniscience et de l'omniprésence. Rappelant, comme pour persister et signer, que l'absence d'un juge commun compétent place l'humanité entière dans l'état de guerre. L'exercice illégal de la force contre la personne d'un autre crée l'état de guerre, qu'il existe ou non un juge commun. Signalons à toutes fins utiles que la liberté de l'homme en société consiste à ne relever d'aucun autre pouvoir législatif que celui qui a été établi dans la République d'un commun accord et à ne subir l'empire d'aucune volonté ni la contrainte d'aucune loi, hormis celle qu'institue le législatif, conformément à la mission dont il est chargé. Ne le proclamerons-nous jamais assez? La liberté des hommes soumis à un gouvernement consiste à posséder une règle permanente, en l'occurrence la Constitution de la République, à laquelle se conformer. Une règle commune à toute la société est instituée par le peuple dans ses attributs de souverain. Celle-ci s'impose à tous et à chacun, sans exclusion, relativement à l'énoncé qui rappelle la règle selon laquelle nul n'est censé ignorer la loi et que personne, mais absolument personne, ne peut se placer au-dessus de la loi qui consacre, entre autres, l'égalité de tous devant elle. C'est aussi la liberté de suivre ma propre volonté toutes les fois que cette règle garde le silence et de ne pas me trouver soumis à la volonté inconstante d'un autre homme, exactement comme la liberté naturelle consiste à ne subir d'autres contraintes que celles du droit naturel. De le dire ainsi ne suffit pas. Nous savons, et tout le monde le sait, l'utilisation de la force n'est pas susceptible de fonder, surtout de légitimité, une quelconque obligation. Qu'est-ce qu'un droit qui périt quand la force cesse? Si l'on obéit par la force, plus besoin d'obéir par devoir. Les conséquences d'un tel agir, le Congo les connaît. L'avènement d'une gouvernance alternée de violence et de sursis, d'instabilité chronique, ne justifiant son existence que par la crainte du prince, les peurs et les angoisses soutenues et entretenues par lui pour un pouvoir toujours plus faible aux apparences d'une administration que l'on croirait fort ferme et forte. Il en est advenu l'apparition et la cristallisation d'un cycle infernal du provisoire, du fait de la formalisation d'une gouvernance qui ne s'inscrit ni dans la durée, ni dans la continuité, davantage dans un perpétuel recommencement qui donne le sentiment à l'observateur avisé que le Congo naît à nouveau chaque fois qu'il est régi, non par la Constitution qui est l'émanation du souverain, mais par une loi fondamentale qui exprime la volonté et traduit le mode de gouvernement et les modalités de son fonctionnement unilatéralement définies par les nouveaux maîtres généralement installés à la suite d'un putsch, peu importe sa qualification. Cette situation génère la stagnation au mieux, la régression au pire. Elle induit la vacuité de la mémoire, écrit une histoire en pièces détachées, dont les séquences, qui devraient logiquement s'interpénétrer les unes des autres, sont traitées de manière isolée
sans aucune relation de cause à effet les unes par rapport aux autres. Ces affabulations engendrent en les légitimant et en les légalisant l'imposture et le complot permanent qui se donnent pour support objectif l'escroquerie, le mensonge, les contrefaçons, le déni du droit, etc. Il s'ensuit la disqualification du peuple et le règne du non-droit où tout est permis, sauf la bonne gouvernance. Devant un tel tableau, que faire? Marquer sa différence et œuvrer à l'inversion des situations. Entre autres, rétablir le droit dans son rôle de concevoir la loi et de dire le droit dans toute l'étendue de son expression et des préoccupations majeures de la société. La préservation de la paix par tous les moyens disponibles, puisque c'est une voie pour protéger sa vie et ses biens, ne suffit pas pour justifier l'injustifiable et tolérer le crime. La paix ne se donne pas, elle ne se distribue pas, elle se conquiert et s'arrache. Dans notre cas, celui du Congo de maintenant à 2016, il doit être entendu ce qui suit. La Constitution est un contrat. Elle est l'élection collective du peuple congolais. À ce titre, elle organise le peuple, définit les pouvoirs des uns et des autres, les conditions de leur désignation, de la cessation de leurs fonctions et des sanctions qui peuvent être appliquées à ceux qui ne remplissent pas leurs obligations. En l'état actuel des choses, les Congolais ne se prononcent nullement pour une pratique qui évacue les idéaux et les principes moraux du domaine de la politique. Ils se déclarent opposés à tout art de gouvernement qui emploie la ruse, la mauvaise foi pour parvenir à ses fins. La loi n'est pas qu'un moyen, mais le but même de tout État démocratique et civilisé ou en devenir. Il nous échoit de favoriser l'émergence de la nouvelle mentalité par opposition à la déchéance morale, politique, intellectuelle, culturelle et sociale dont pâtit le pays tout entier. Il n'est pas concevable, encore moins acceptable, qu'en plein XXIe siècle, on en soit encore à décider en tant qu'individu, fut-il président, de la vie ou de la mort d'un tiers, au motif que celui-là ne partage pas le même avis que celui-ci. Réintroduire au Congo la pratique de l'autorisation de sortie du pays par le chef d'État, là où n'existe aucune procédure, ni administrative, ni judiciaire, formellement engagée, n'est ni juste, ni humainement crédible, surtout lorsque pareille mesure s'adresse à des personnes malades qui devraient heureusement bénéficier de l'assistance publique. Agir ainsi est simplement inique. Si on avait réussi à régler les problèmes de santé à hauteur au moins de 10% des besoins exprimés en la matière, l'on pourrait peut-être se le risquer. Alors, pourquoi la manifestation d'autant de bestialité qui n'aurait d'égal que l'instinct criminel qui jalonne le long parcours d'une gouvernance incivique impitoyablement diabolique? On l'a fait sous l'empire du règne sans partage du PCT, sous le monolithisme. On a exigé plus de démocratie, plus de liberté, plus de transparence, une lecture littéraire, voire livresque, de la Constitution, pour une application sans faille de celle-ci, sous l'exercice du président Pascal Lissou. Revenu au pouvoir par le moyen abject et odieux du coup d'État, les voici seulement capables de revisiter les sentiers battus et de reprendre la gestion de l'État là où ils l'avaient laissé à la veille de la conférence nationale souveraine. Les murs de la honte et de la dépersonnalisation, tant de la personne humaine que du citoyen congolais, ont été démolis. Il ne sert à rien de renouer avec une histoire qui a connu et connaît davantage aujourd'hui
la réprobation et la récusation du monde moderne. Aussi, pour mener à bien notre combat du non au changement de la Constitution, du oui à une gouvernance électorale apaisée et citoyenne, dépouillée de tout a priori et de toute velléité à la falsification, au tripatouillage, à la tricherie et à l'imposture, nous échoit-il d'organiser sur une grande échelle la promotion du mouvement citoyen qui envisage la solution de la problématique de la sortie de crise du Congo en 2 étapes ci-après. Première étape, tout mettre en œuvre pour mettre un terme à un système moribond et nauséabond qui ne sert ni le prince et ses griots, ni le peuple meurtri et asservi. C'est l'étape de l'émergence et de la mise en évidence des conditions susceptibles de favoriser la restauration de la démocratie sur une base crédible et pérenne. Deuxième étape, faire la démocratie. L'accomplissement de la première étape requiert des forces démocratiques, qu'elles soient en symbiose avec le peuple. C'est l'étape où chaque Congolais, chacune des forces démocratiques acquises au changement, doit développer envers soi-même et autrui beaucoup d'humilité et de tolérance, dans un esprit de simplicité et de regroupement des entités combatives, en vue de les assembler, de les rassembler, de les fédérer et de les unir dans un même élan de fusion, de complicité, de l'agir ensemble, de partage, de complémentarité et de solidarité aux fins de la libération du peuple congolais. Cette étape requiert la mise en commun du génie congolais qui trouve sa pleine et totale expression chez les hommes et les femmes de toutes origines, politiques, sociales, confessionnelles, professionnelles, régionales, ethno-tribales, générationnelles, de tous les âges et de toutes les tranches d'âge confondues. C'est la nation toute entière concernée qui se retrouve autour d'une question aussi cruciale que citoyenne et patriotique, la question nationale. Il s'agit, entre autres, et à travers elle, de réhabiliter le peuple dans son plus beau costume de cérémonie, le souverain. Restaurer la République et la démocratie. Pour y parvenir, point d'exclusion. Surtout pas de précipitation et de spontanéité absurde dans la conduite de ce mouvement qui doit être travail de proximité, mobilisation générale, oubli de soi, exigence, compétence, efficacité. Ainsi que vous le voyez, il y a de la place pour tout le monde, vieux, jeunes, femmes, hommes, enfants, travailleurs, chômeurs, diplômés sans emploi, retraités, bref, pour toute âme humaine vivante et qui vivent et s'en sentent concernés. À cette étape, nul besoin de se positionner à titre individuel, car il ne s'agit ici que de préparer les conditions susceptibles de rendre possible l'expression des possibles, celle des ambitions à la fois collectives immédiatement et personnelles à terme. La deuxième étape, quant à elle, concerne l'exercice de la démocratie, la mise en œuvre des acquis et des conquêtes de la première étape. Ici, les ambitions individuelles inscrites au positionnement, à titre personnel ou en représentation d'un groupe ou groupement de partis ou associations politiques, sont non seulement opportunes, mais les bienvenues. Qu'il me soit permis, au nom du CAP et à mon nom personnel, en ce jour anniversaire du 15 août 1960, un moment d'ultime prise de conscience citoyenne et patriotique, symbolisant notre engagement collectif à l'activation de la lutte de libération nationale, trahi, de remercier, de féliciter, d'encourager les organisateurs et les promoteurs de cet heureux événement qui consacrent l'amorce de l'exhumation de la mémoire congolaise piétinée, ensevelie et oubliée. Le CAP invite en conséquence les intellectuels, les politiques, les artistes, les historiens, les sociologues, les économistes, pour ne citer que cela, les chercheurs et les spécialistes, toutes disciplines confondues, à faire montre d'imagination,
de créativité, d'inventivité et d'innovation aux fins de procéder ici et maintenant à la réécriture de l'histoire des luttes d'émancipation et de libération des Congolais des chaînes de la servitude pré-, pendant et post-coloniale. Notre pensée va également au peuple, à travers le monde et aux institutions qui soutiennent les peuples opprimés, soumis aux griffes acérées de l'esclavagisme moderne, représentés principalement par l'ONU, l'OIF, l'UE, l'UA, pour les organisations internationales et régionales, les États-Unis avec le président Obama et la France avec le président François Hollande concernant les États, pour leur contribution éminemment active contre les dictatures et les velléités exprimées ou non de changement de constitution en cours de mandat. Créons ensemble Sassou dégage pour que vive la République une et indivisible, vive la nation congolaise en devenir, débarrassée de ses fossoyeurs, vive la démocratie réhabilitée, triomphante et victorieuse. Je vous remercie. Après les personnalités politiques de notre pays, nous allons inviter les personnalités de la diaspora. Le temps n'est plus à adresser des messages à Sassou. Le temps, c'est maintenant à s'adresser à la population. Résistance, désobéissance. C'est pourquoi j'invite Marc Mapingou à s'adresser à la population congolaise. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si c'est l'endroit où je peux voir toute la population, mais à travers nous et à travers le battement de nos cœurs, je suis convaincu que le peuple nous écoute et il est avec nous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, chers frères et sœurs, distingués invités. En prenant la parole ici devant vous, en cette date solennelle du 15 août 2015, commémorant l'indépendance de notre pays, je tiens d'abord à remercier tous ceux et celles qui ont organisé cet événement et œuvré pour sa réussite. Merci de nous avoir rassemblés pour honorer les pas de nos pères fondateurs. À vous qui êtes venus de toutes les régions de France et d'Europe, à vous aussi venus du Congo, notre pays à tous, mais hélas, qu'une camarilla indigne de toute confiance a pris en otage, veuillez trouver ici toute ma considération fraternelle et militante. Comment ne pas penser en ce moment à tous les pionniers, à tous ces pères fondateurs du Congo post-colonial, qui au prix quelquefois de leur vie, ont posé les jalons pour bâtir notre pays. Je pense à Fulbert Youlou, à Jacques Opango, à Stéphane Tchitchele, à Jean-Félix Chikaya, à Simon-Pierre Kikungangot, à Félix Maleka, à Hervé Sambadelo, à Dade Emmanuel Damongo, à Aubert Lunda, à Basile Mapingou, à André Portela, à Pierre Goura, à René Mpara, à Omer Okwere et bien d'autres patriotes qui composaient la première assemblée territoriale de notre pays. Ils venaient de toutes les contrées du pays comme nous aujourd'hui. Ils venaient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, avec une seule et même volonté, donner un sens à leur combat en participant à la création d'une république unie et prospère. Leur rêve était celui de vivre ensemble et partager cet idéal de paix nécessaire à toute communauté civilisée. C'était le rêve de nos pères. 55 ans plus tard, chacun d'entre nous porte les joies, les blessures, les réussites, les échecs et les illusions de ce que notre pays est devenu. Assumons quelquefois des dérives auxquelles nous n'avons pas forcément été comptables ni responsables. Je sais aussi que nous avons heureusement laissé à l'histoire sa part d'espérance, en croyant fermement que ce que les générations précédentes n'ont pas pu faire ou réaliser demeurera sans doute le défi des générations futures.
Autour de l'ouvrage, des générations se succèdent, se complètent, et toutefois qu'elles seront portées par des valeurs de paix et d'amour, l'œuvre participera à une forme d'universalité, pourquoi pas d'éternité. Un chef bantou, un vrai, est celui qui s'imprègne de cette richesse, celle qui consiste à comprendre un principe élémentaire qu'évoquait déjà l'Ecclésiaste, en confirmant qu'il y avait un temps pour tout. Alors, aux adeptes du néo-sésécoïsme, rappelez-vous Mobutu Sese Ko. Adaptez-vous à une époque que vous n'avez pas vu venir. Écoutez le message de cette jeunesse qui vit une période extraordinaire, une période où le règne de la force n'est pas celui de la civilisation, mais de la barbarie. La jeunesse aujourd'hui a compris ce que disait Churchill autrefois, je cite, « Les empires du futur sont les empires de l'esprit. » Nous devons être les guerriers de l'esprit, pour reprendre Stefan Zweig, c'est-à-dire des hommes et des femmes capables d'éclairer le Congo, notre pays, avec des valeurs et des idées porteuses d'avenir. Les néo-sésécoïstes devraient écouter attentivement le murmure du fleuve Congo qui nous raconte l'histoire des disparus du Beach et qui nous rappelle tous que le sang des innocents est indélébile. Les morts ne sont jamais morts. Il est donc inutile de verser du sang supplémentaire parce que certains d'entre nous veulent à tout prix confisquer le pouvoir, un pouvoir hégémonique guidé par la haine de l'autre. Voilà pourquoi à présent je pense à mes amis, acteurs de la Conférence nationale souveraine, autre moment décisif de l'histoire de notre pays. Certains nous ont quittés très tôt, Jean-Blaise Kololo, Albert Roger Massema, Germain Pimbi, René Samba, Gabriel Machona, Brice Mata et les frères Mavounia, qui trouvent ici la détermination d'une génération décidée à poursuivre leurs rêves. Bravo! Je pense aussi aux associations, aux partis politiques, aux acteurs politiques qui se battent au pays, revendiquant le respect de la Constitution. Je salue leur courage devant la barbarie d'un système aux abois qui jusque-là n'a tout eu que par la violence, la ruse et le mensonge. À nous tous, élites d'hier et d'aujourd'hui, sous prétexte de parler au nom du peuple, nous avons quelquefois trahi notre mission. À présent, laissons ce peuple choisir son destin et accompagnons-le sur le chemin de la résistance. Car il n'existe pas de chemin d'avenir dans cette république devenue une république de cauchemar où intimidation, torture, arrestation arbitraire et assassinat renseignent sur la laideur des pratiques de ce régime englué dans l'ivresse de la répression aveugle. Qu'on ne vous mente pas avec des discours fiction sans fondement décrivant un Congo virtuel et fantasmé où l'on vous parle d'accès à l'eau potable, à l'électricité, à des salaires confortables et d'un peuple heureux. Bref, un Congo paradisiaque qui n'existe que dans l'esprit de ceux qui méprisent la réalité que vit notre peuple. Bravo! Qu'on ne nous fasse pas le procès mal intentionné du bilan d'André Milongo qui, entre vents et marées, avait mené à son terme une transition sanctionnée par des élections démocratiques, libres et transparentes. Qu'on arrête enfin de diaboliser le règne de l'Issouba, alors que par esprit de nuisance gratuite, on a torpillé son mandat et livré le peuple à une soldatesque milicienne. Respectons le silence et la dignité des absents. Méditons sur le sort qui a été réservé à ceux qui sont morts en exil et qui ne verront plus jamais un Congo fleuri d'espérance et débarrassé de cette engeance. Personne n'est dupe. Chaque Congolais sait qui a posé tel ou tel acte dans notre pays. Hier, la révolution dévorait ses enfants. Aujourd'hui, c'est la volonté de puissance d'un clan qui veut endeuiller encore une fois de plus nos familles. C'est à l'histoire d'en juger un jour, car son verdict n'épargne ni les nombrilistes, ni les chantres du fanatisme outrancier. La politique, mes chers amis, n'est pas un exercice d'autosatisfaction et d'autofélicitation, car ce narcissisme d'un autre âge n'est pas conforme à l'idée que nous nous faisons de l'histoire. Chers amis, il y a un temps où, surtout lorsqu'on a la prétention d'incarner un vrai pouvoir, celui que l'on acquiert par les urnes
et la pertinence d'une vision fédératrice, voudrait qu'on s'adressât à son peuple à la fin de son mandat en ces termes. Je cite. « J'ai essayé humblement d'apporter ma pierre à l'édifice. C'était le sens de mon serment. À présent, convaincu que sur 4 millions d'habitants, il y aura forcément un qui, à son tour, poursuivra l'œuvre de la construction nationale. Je m'en vais en respectant la Constitution, tout en demandant à la Providence de me laisser regarder avec bienveillance la poursuite du travail inachevé, mais qui s'accomplira dans de meilleures conditions, parce que le peuple congolais est un grand peuple. Cette manière de saluer l'avenir peut faire qu'un chef soit reconnu par tous et que son nom soit gravé, inscrit dans le panthéon des grands hommes congolais. » Voltaire disait, je cite, « Le génie n'a qu'un siècle, après quoi il faut qu'il dégénère. » C'est pour cette raison que ceux qui avaient rédigé la Constitution congolaise de 1992 étaient bien inspirés en limitant le nombre de mandats à 2. Cet héritage constitutionnel a été repris par ceux qui ont rédigé la Constitution de 2002, bien que s'inscrivant dans la logique d'un état d'exception, s'éloignant du républicanisme congolais, dont les jalons fondateurs ont été posés par la Conférence nationale souveraine. Par ailleurs, en violation de l'esprit et de la lettre de la Conférence nationale souveraine, ces chantres de la présidence à vie ont écarté des adversaires politiques en constitutionnalisant l'âge des candidats à la présidence de la République. Voilà pourquoi vaincre sans péril en triomphe sans gloire. Ils ont cru nous avoir vaincus, mais ne nous ont jamais convaincus. Pendant 17 ans, ils nous ont imposé une constitution taillée sur mesure pour assouvir l'obsession d'un pouvoir tyrannique et personnalisé. Certains compatriotes, il y a quelques années, étaient exclus de l'élection présidentielle. Ils se sont inclinés en respectant la Constitution et les règles de jeu démocratique. Aujourd'hui, les concepteurs de cette pitoyable exclusion mettent en place des stratégies déjà démasquées à Sibiti par le peuple pour violer la même Constitution pour se maintenir au pouvoir. Mes chers amis, nul n'est au-dessus de la loi et un autre principe nous rappelle que ne faites jamais aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Malgré toutes ces évidences, depuis le début de l'année, le pouvoir de Brazzaville a lâché ses chiens de chasse, aboyant et mordant ici et là. À ce folklore abject s'ajoutent les propos de juristes médiocres et incompétents, des tribuns de mauvaise facture, et des communicants sans talent au service d'un pouvoir en panne d'imagination. Tous aujourd'hui versent dans un travers infect en soutenant l'insoutenable. À ces mercenaires de la plume et aux griots d'un autre âge, le peuple victorieux réserve le sort qu'ils mériteront. Mes chers amis, l'histoire est en marche. Personne, même le parti communiste le plus puissant des tropiques, je veux dire le PCT, ne pourra arrêter ce processus. Dicté par l'histoire, où très bientôt, comme à la proclamation de la République, le peuple, cette fois-ci, viendra célébrer la victoire du non au changement de la Constitution. Goethe a dit, l'histoire est l'atelier mystérieux de Dieu. Mes amis, l'histoire s'écrit en ce moment. L'histoire est imprévisible. L'histoire est entre nos mains. L'histoire s'accélère. L'histoire nous interpelle. L'histoire chancelle. Mais la flamme ne s'éteint pas. L'histoire galvanise notre peuple. Alors venez, venez, venez nombreux. Rejoignez le Congo en marche. La victoire annoncée est entre nos mains. Elle est proche. Je vois ce peuple des villes, je vois ce peuple des campagnes, je vois ceux qui sont morts demander à Dieu ce jour-là l'autorisation de revenir sur la terre du Congo, aider les vivants à porter haut les couleurs d'un Congo libre. Pour la grandeur du Congo, pour sa dignité enfin, pour la liberté, ô chère liberté, engageons-nous dans les rangs de la résistance. Ce n'est qu'en ce moment-là que surgiront les géants oubliés qui viendront rappeler le génie d'un peuple que l'on croyait résigné et humilié.
Moi aussi, je lance avec vous l'appel de la résistance à la tyrannie pour que chaque Congolais, du nord au sud, de l'ouest à l'est, comprenne que Tangu Yango Mekuma, Ngunga et Beti, Ba Congolais Botelama, Beno Telama, vive la démocratie, vive le Congo, que Dieu bénisse le Congo. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, vous savez, ce moment qu'on pense être grandiose aujourd'hui l'est depuis le 5 juin 1997. Tout est parti de là. Tout ce dont nous avons évoqué ici, ce dont mes aînés ont su rappeler, part du coup d'État du 5 juin 1997. Deuxième élément, c'est un article que je vais publier d'ici peu, peut-être la semaine prochaine. Dans cet article, vous allez voir apparaître des choses sur lesquelles vous devrez discuter. C'est quoi le corps électoral? Vous savez que j'ai acheté un livre de quelqu'un dont je tais le nom, et dans ce livre, il y a un tableau qui retrace, qui fait apparaître le recensement 2007 et le recensement 2010. Ces deux recensements reflètent la tendance de la répartition de la population congolaise de la région du Kwilu jusqu'à la région de la Yekwala. Ce tableau est fidèle. Qu'est-ce qui se passe en 2013? Il apparaît qu'en 2013, curieusement, le fichier électoral qui est tiré du recensement de la population, le fichier électoral publié le 6 mars 2014 laisse apparaître quelque chose que tout le monde semble nier. Mais quand on veut nier quelque chose, il faut à côté apporter les faits qui prouvent que ça c'est à nier. Mais effectivement, les faits sont là. Il existe un tableau que j'ai pu récupérer dans un livre. Vous le verrez dans l'article qui va apparaître d'ici peu. Un tableau qui va mettre Denis Sassou Nguesso, je ne sais pas dans quelle position. Voilà. Donc il faut qu'on arrête de parler des choses sur lesquelles on ne peut pas expliquer ou démontrer. Là, ce tableau, Denis Sassou Nguesso va expliquer aux 5 régions du Sud où est passé ces gens qu'on retrouve sur le recensement 2007 et 2010. Où sont-ils passés? Y a-t-il eu un crime? Y a-t-il eu quelque chose entre-temps? Non. Or, pour obtenir la population 2013, il suffisait d'appliquer le même quotient, le même coefficient, qui a été appliqué sur 2007 pour obtenir 2010, et de cette population de 2010, pardon, où il a été tiré, 2007, où il a été tiré le corps électoral qui a voté en 2009. C'est un problème de chiffres. Je dis bien que je ne veux pas précéder mes amis journalistes qui ont l'habitude de publier les articles. Vous les lirez, mais c'est édifiant. C'est édifiant. C'est des chiffres, ce sont des chiffres édifiants, mais qui vont faire trembler tout le monde. En ce moment-là, on pourra partir dire que non, il y a eu un problème où le recensement n'a pas été fait dans les régions du Sud, ou alors cette partie de la population du Sud est portée disparue. C'est ça. Et les chiffres existent. Voilà, moi, ce que j'avais à vous dire. Je n'ai pas autre chose à vous dire. Merci. Merci, chers amis. Je crois que Dilou a dit l'essentiel. Il nous a parlé de notre lointaine provenance et il nous a parlé de l'héritage. Comment hériter cette lointaine provenance progressiste. Et il nous a parlé aussi de la raison
la raison républicaine. Et toute cette thématique-là a été reprise par mes aînés et par mes amis qui sont passés ici. Et c'est essentiel. Nous sommes des Congolais et c'est très important d'avoir le souvenir de cette identité. Qu'est-ce que ça veut dire? Un Congo, c'est quoi? C'est un dompteur de léopard. C'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise la nature. Un prince, c'est quelqu'un qui est en relation avec les éléments de l'univers. C'est ça un Congo, un foumou. Les anciens disaient encore, un foumou. Un Congo, c'est un foumou. Ce n'est pas un esclave. Or, nous avons oublié cette définition. C'est à partir de cette définition que Chimpavita, au XVe siècle, contre la puissance impériale portugaise, contre la puissance chrétienne, contre l'Occident, s'est rebellé parce qu'en effet, cette tradition était mise en cause. Elle s'est sacrifiée pour nous, la patriote. Et je crois que nous devions nous souvenir. Et c'est pour toutes ces questions que le ministre Tamba Tamba, tout à l'heure dans la fin de son intervention brillante, nous a dit il faut se soucier, voilà, c'est la souciance, il faut se soucier des mémoires oubliées. Il faut revenir sur la question de la falsification de l'histoire. Il faut réécrire l'histoire des vaincus. Et les vaincus doivent eux-mêmes réécrire leur histoire pour se régénérer. Nous sommes dans une désorientation. Nous sommes gouvernés par l'illusion. Et si vous avez compris la définition que je viens de donner de l'identité congolaise, le Congolais ne peut pas être gouverné par l'illusion. Cette illusion est devenue une secte nationale au pouvoir. Et la vraie question aujourd'hui, c'est comment rompre avec l'illusion. Comment éviter que l'illusion puisse nous gouverner. Et ça, c'est une question centrale. Parce que l'illusion n'a jamais gouverné dans notre histoire traditionnelle profonde, l'histoire des Lumières congolaises. L'illusion n'a jamais gouverné. L'illusion, c'était le Kimpumbulu. Vous vous souvenez de ça quand les parents vous disaient ça. C'est ça l'illusion. Et c'est eux qui gouvernent aujourd'hui au Congo-Brazzaville. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que l'essentiel de cette affaire a été rappelé encore une fois de plus par Dilou. C'est-à-dire les pionniers. Mais c'était quoi ces pionniers? C'est des gens qui ont refusé de reproduire la détermination sociale et politique, de vivre comme leurs parents. Parce qu'ils ont vu comment on martyrisait leurs parents. Ils ont dit non, on ne peut pas vivre comme ça. C'était la première décision de ces pionniers. Nous ne voulons pas vivre comme nos parents. La deuxième décision, c'est que c'est des gens qui avaient intériorisé la raison politique. Ils ne faisaient pas de confusion entre l'administration, l'État, le gouvernement. Ils séparaient les pouvoirs. Et ils intériorisaient cette séparation de pouvoirs. C'est ce qui a permis qu'ils ont vécu dans une raison politique objective. Aujourd'hui, et ils étaient pour la neutralité de l'administration, c'est-à-dire le juge de paix. Aujourd'hui, on n'a plus tous ces éléments-là. Nous sommes dans la désorientation, dans la confusion. La troisième idée qui me paraît essentielle, c'est que nous avons eu le renfort de ceux qui étaient de l'autre camp, qu'on appelait d'ailleurs les FDU. C'est la tendance progressiste des FDU qui nous a rejoints, pour plusieurs raisons, une déception, etc. Et là, nous ne sommes plus nous-mêmes. Ce n'est plus un débat entre ceux qui ont commencé la bataille de l'opposition. Nous sommes, nous, avec les autres, dans une nouvelle totalité politique. Et c'est cette nouvelle totalité politique qui pose des problèmes. Car nous devons savoir quelle va être la stratégie de sortie de crise. Est-ce une stratégie militaire? Est-ce une stratégie politique? Est-ce une stratégie insurrectionnelle et populaire? Or, toutes ces questions, on essaye de les camoufler. Parce qu'on n'a pas réglé la question du directoire politique. Question essentielle quand on mène une résistance contre une tyrannie. C'est une question essentielle et vous devez être, vous, le peuple, j'appelle le peuple, à imposer cela. À imposer cela. Et là aussi, on peut faire une distinction majeure entre celui qui anime la résistance et celui de demain qui va être président. Ce n'est pas les mêmes combats, ce sont des étapes différentes. Donc on n'a pas aujourd'hui à se soucier qu'il y ait un chef de notre direction politique. Nous devons régler ce problème, sinon c'est l'éparpillement. La troisième question, elle a été dite par Sanelli dans son discours d'ouverture. Les conditions ne sont pas remplies pour aller aux élections. Si on part aux élections, ça va être le jeu de ceux qui ont l'argent, qui vont circuler dans tout le territoire national.
Ça va être leur jeu. Alors qu'on a besoin de redresser notre pays, redresser la nation, par un temps long de coexistence politique avec les autres, tous les autres. C'est ça qui est intéressant. Et après, on verra les conditions, si elles sont réunies. On ira aux élections. Il y a des pays qui ont fait des élections qui sont restés toujours dans la décomposition politique. À quoi ça sert? À quoi ça sert si les fondamentaux ne sont pas vus de façon consensuelle? À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Et là aussi, c'est une revendication majeure. Vous ne devez pas admettre que des gens qui se sont enrichis ou qui sont dans le court terme de la réflexion politique vous entraînent dans les élections en fin août. Car c'est ça leur logique. Fin août, il faut aller aux élections. Vous devez dire non. Non à ça. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Je crois que le mouvement que nous avons commencé, moi-même j'ai pris part énormément pour théoriser le concept de l'alternance démocratique et aujourd'hui partagé par tout le monde. Par tout le monde. Et c'est un concept majeur parce que ça permet de créer une césure dans notre pays entre ceux qui étaient avant et ceux qui arrivent après. Vous devez défendre ce concept. C'est ce concept qui doit vous donner une nouvelle légitimité politique. Merci, cher ami. Baba lingia loba oya yoka kate lingia yoka he oya mona kate lingia mona yo moto yo mona yo yoka yo loba makambo yoko mona yoka nga miso oyo yoka yoka nga matoyi yoko zele Keba okozela mingi, okozela zela, 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 zela. Hey! Bazonzaka, beto waka, plus jamais ça. Beto buzonza buzonza bahondele, on est tous témoins. Régis et Batola bahondele, on est tous témoins. Bruno Sebi bahondele, on est tous témoins. Et que cetera, on est tous témoins. Yo mona yo yoka yo lobe makambo yoko mona yoka nga miso oyoko yoka yoka nga matoyi mwana ya mfumu menata kitemo ba étudiant ke kafuta ya garanzenze Changu Telechi, on est tous témoins. Bongo Pweka Bakiri Rizo, on est tous témoins. Beto Talaka, Mfumu ya Boala, prêtez que serment, Yandi Zonzaka. Moi, Denis Sassou Nguesso, président du Congo, je jure de respecter la Constitution. Yeka bumeka miangwe, yeka ni bukuka wakatuta, yeka ni menga wakata kutuzonze la tata. On est tous témoins. Je connais le goût du sang. Et le peuple connaît le goût des larmes. On est tous témoins. Togo Tikate, Togo Tikate, Togo Tikate. On est tous témoins. Togo Tikate, Togo Tikate, Togo Tikate. On est tous témoins.
Cardinal Wamoyo Bajika. On est tous témoins. Pierre Onga Makata Bamuzenga Nambanga. On est tous témoins. Tokotikate. On est tous témoins. Kamana Shimba Constitution. Notre Mouronda Omoyo. On est tous témoins. Quand Yayous parle, c'est le peuple qui parle. Seul on ne peut pas. Esprit! Oh! Je vous assure, en 2016, si Sassou est là, Mirassa sera mort, Nsourou sera mort, moi je serai mort, Donald, mais tu vas pour le mot Manafwa. Mot Manafwa, faites très attention. Ou on est congolais ou on est con. Mais sachez que tous les Congolais savent faire le con. On sait faire le con. C'est les mêmes qui enlèvent leurs costumes, qui tiennent les armes. J'ai pas envie de citer les gens qui ont tenu les armes, qui sont aussi des sapeurs. Le Congo, c'est un petit pays, donc on se connaît tous. Donc au moment où nous parlons, Sassou Nguesso a intérêt à ne pas toucher à la Constitution. Esprit! Oh! Sassou Nguesso, Kamanatou Bandamana, Wota Bandamana, Tala Bandamani, le peuple congolais va regarder. On n'a plus honte. On n'a plus peur. Le gars, il nous a mis plus bas que terre. Bien. Qu'est-ce qui nous empêche de passer 6 mois dans la rue? Oh, Seigneur. Qu'est-ce qui nous empêche de dormir pendant 6 mois dans la rue? Esprit! On veut que le pouvoir revienne au peuple. C'est à nous de voter. C'est à nous d'élire qui on veut. Je vais vous dire un truc que les combattants ont dit, que logiquement je ne devrais pas dire. On est partout. À l'aéroport de Bordeaux, il y a des combattants. À l'aéroport de Montpellier, il y a des combattants. À l'aéroport de Lyon, il y a des combattants. Venez, on va vous accueillir. On va voir qui est qui et qui a fait quoi au pays. On va rentrer au pays, on va faire l'état des lieux. Si tu étais député, par rapport à ton salaire, on doit savoir qu'est-ce que tu as eu, qu'est-ce que tu as fait. L'argent du pays, comment se fait-il que les généraux se deviennent des milliardaires? Abunda Wapi. Tu es parti combattre où pour être milliardaire? Sassou n'est plus président. Sassou n'est plus président. Son problème, c'est que le déménagement, c'est toujours difficile. Je comprends. Il est en train de déménager. Sachez que, au moment où nous parlons, si Sassou tire encore sur 1 ou 2 Congolais, nous aussi, ici, on va tirer. Bien! On va tirer. Moi, j'habite à Poitiers. On a reçu une famille congolaise. Le mari est peut-être homme politique au pays. Elle est à Poitiers avec 8 gosses. Elle ne sait même pas comment trouver un loyer en France. Elle dit, mon bal nanga namboka, a fond l'armoire boya bimisi mbongo. Mais maintenant ici, bimisa mbongo non. Promène avec 20 000 euros dans ta poche, si on ne va pas t'arrêter. On vous connaît. Chaque ministre du Congo, quand il vient en France, il devient peureux. Vous êtes fort au pays, mais pas ici. Bien! Pas ici. Esprit, oh! L'Afrique me fait peur, l'Afrique me fait peur. L'Afrique me fait peur, l'Afrique me fait peur. La première colonisation n'est pas encore finie. Voilà que la troisième a déjà commencé. Quand je vois ça, moi, j'ai peur. Njila biji sala meka makanda beka tasi jeka na bamfumu. Njila biji sala reka ni Kongo bata bonge. Bata biji tunga reka ni Kongo bata sumba ba chinois. Quand je vois ça, moi, j'ai peur. Bakala mingi te tokoyoka bakombo ya motindo na motindo. Mukweke shaole Chincho Tamba tamba wangiyu Chincho Mvuba jetili Chincho Sassou shaole Chincho. Quand je vois ça, moi, j'ai peur. Dégage du pouvoir. Ça sous le peuple te dit ça suffit. Dégage du pouvoir. Ça sous le peuple te dit ça suffit. Le Congo est fatigué de te voir. 32 ans passés au pouvoir. Tu as refusé de nous voir. Et nous te disons au revoir. T'as petit Congo ton abattoir. C'est là que tu plies l'or noir. Tu as plongé pendant dans le noir. C'est là que je mets de l'avenir. Ça sous le peuple te dit ça suffit.
Maintenant tu peux aller t'asseoir. Ça sous le peuple te dit ça suffit. Maintenant tu peux aller t'asseoir. Dégage, dégage du pouvoir. Ça sous le peuple te dit ça suffit. Dégage du pouvoir. Ça sous le peuple te dit ça suffit. Les mamans disent ça suffit. Maintenant tu peux aller t'asseoir. Les étudiants disent ça suffit. Maintenant tu peux aller t'asseoir. Les fonctionnaires disent ça suffit. Maintenant tu peux aller t'asseoir. Les militaires disent ça suffit. Maintenant tu peux aller t'asseoir. Niveau. Merci beaucoup. Merci, merci.